écran, s'il vous plaît. Oui. Oui, madame. Ok, super. Donc, on commence. Et donc, avant de rentrer directement sur le TD, j'aimerais juste donner quelques remarques par rapport à vos TP. Bien sûr, d'abord, je vous remercie pour votre effort. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait. Je pense que la plupart des étudiants, si ce n'est tous les étudiants, ont fait leur TP. Je vois que vous avez bien compris l'idée, mais j'aimerais quand même donner quelques remarques par rapport à vos implémentations. Alors, première remarque. Oui, donc pour la plupart des étudiants, j'ai vu que vous avez multiplié l'amplitude par L et vous avez soustrait un 1. Effectivement, ça marche très bien dans le cas que je vous ai envoyé. Pourquoi? Parce que je vous ai envoyé des valeurs qui étaient comprises entre 0 et 1. Donc, à la base, les valeurs ont été extraites en soustrayant le minimum et en divisant sur le maximum moins le minimum. Et donc, ça marche très bien. Par contre, si les valeurs n'étaient pas comprises entre 0 et 1, si c'était entre moins 1 et 1, par exemple, ou quelconque autre valeur, on aurait pu utiliser une autre méthode, notamment la standardisation que nous allons justement utiliser aujourd'hui pour le TD des histogrammes. Donc, ça va être la même idée. Rappelez-vous, donc, lorsqu'on veut faire borner des valeurs entre un min et un max, on utilisera une certaine opération qu'on appellera une standardisation et qu'on utilisera justement dans l'amélioration du contraste de notre image. Ça, c'était la première remarque. Mais bien sûr, ça a très bien marché pour le cas que je vous ai donné, car les amplitudes étaient comprises entre 0 et 1. Redimensionnement par échantillonnage. Effectivement, j'ai quelques étudiants qui ont échantillonné, qui ont redimensionné. Donc, vous vous rappelez qu'on devait faire la somme de deux images, donc l'image to add et l'image que vous avez construite, et vous avez remarqué, bien sûr, tout le monde a remarqué que les dimensions étaient différentes. On avait dit en TD et en cours qu'il fallait avoir la même taille de l'image. Deux images pouvaient être additionnées, on pouvait appliquer une soustraction, une addition, une division, n'importe quelle opération arithmétique sur des images, mais à la seule et unique condition que les deux images aient une même dimension. Vous l'avez très bien compris, donc pour l'image to add qui était 2000 x 1000, on devait redimensionner pour rendre 200 x 200 lorsque le pas d'échantillonnage était de 5. Maintenant, du moment que les deux images n'avaient pas la même taille, il fallait redimensionner. La plupart ont utilisé resize, donc cv2.resize, ce qui marche très très bien. J'ai quelques étudiants, par contre, qui ont utilisé l'échantillonnage pour redimensionner. Et ça, c'est correct aussi. C'est correct aussi pour la simple et bonne raison que le redimensionnement à la base suit à peu près le même principe. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes de redimensionnement. Vous avez l'interpolation bicubique, l'interpolation identique, etc. Ça, on va pas, je pense pas qu'on va rentrer dans les techniques de redimensionnement, que ça soit un redimensionnement d'une grande image vers une petite taille ou une petite taille vers une grande image. Donc, petite taille vers une grande, ce qu'on appelle, je pense que j'avais déjà parlé brièvement de ça, ce qu'on appelle la super résolution. Donc, on part d'une petite résolution vers une grande résolution, ou bien une petite taille, une petite définition vers une grande définition. Donc, quelques-uns de vos camarades ont pris l'image to add et au lieu de la redimensionner avec cv2.resize, ils ont fait la même technique d'échantillonnage qu'ils ont utilisée dans la première étape. C'est-à-dire, on va vers, on prend le premier pixel, ensuite un saut de 5 pixels et on prend le deuxième pixel. Un saut de 5 pixels et on prend le troisième pixel. Bien sûr, ça marche aussi. Donc, c'était intéressant de parler de ça car c'était une technique d'échantillonnage. Donc, au lieu d'aller appeler directement la fonction prédéfinie d'OpenCV. Ça, c'était aussi intéressant à voir. Utilisation du modulo, j'avais aussi remarqué l'utilisation du modulo. Au lieu de faire le négatif de l'image,
quelques-uns de vos camarades ont utilisé le modulo. C'est-à-dire qu'on va diviser le résultat, que ce soit l'addition de deux images, que ce soit le négatif de deux images. Je vais utiliser le résultat, diviser sur 256 et prendre le résultat entier. 255, pardon. Et prendre le résultat entier. Oui et non, je vais dire. Oui, car ça peut être une technique de calcul du négatif d'une image ou bien de l'addition d'une image. Non, car ce n'est pas le standard qui est utilisé. Donc, on trouvera un résultat différent. Si vous voulez comparer avec les librairies en utilisant cette technique, ça va être différent. Donc, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs dans ce travail rendu. Le résultat en utilisant le modulo était différent du résultat en utilisant. Donc, si la valeur est supérieure à 255, je la ramène à 255. Si elle est inférieure à 0, je la ramène à 0. Donc, le résultat était slightly different, un tout petit peu différent. Mais bon, ça reste une solution et ça reste une idée. Donc, je remercie les étudiants d'avoir pensé à ça. C'est intéressant à négocier. L'amplitude, voilà, donc j'avais, je pense, un étudiant, je pense pas plus, sauf si j'ai confondu. Donc j'avais, oui, bitwise, oui, ça c'est les opérations arithmétiques, effectivement, laissez-moi voir les commentaires, c'était Rania. Effectivement, Rania, on pouvait aussi utiliser le bitwise. Note, c'est les opérations logiques qui sont disponibles et qu'on peut utiliser sur Python, notamment OpenCV. Très bien. Donc, je passerai à la remarque suivante. L'amplitude. Donc, si vous vous rappelez, dans le cours, j'avais expliqué, enfin, dans le TD, dans les premières explications, j'avais dessiné l'amplitude d'une ligne de notre image. Et en fait, l'un de vos camarades a repris ça, donc il a redessiné l'amplitude de l'image, l'une ou l'un, je me rappelle pas bien, mais j'avais pris des notes sur ça. Donc il avait redessiné cette amplitude et c'était agréable à voir vu que c'était exactement ce que j'avais utilisé pour dessiner l'amplitude dans le cours qu'on avait, dans le résumé du cours qu'on avait. What else? Donc, certains ont utilisé un tableau au lieu de 255. Oui, donc, pour la plupart, pour le négatif de l'image, vous avez mis 255 moins la valeur de notre image. Et en fait, j'avais quelques étudiants qui ont utilisé carrément une matrice de 255. Ça, c'est correct, mais enfin, c'est déjà pris en compte. En fait, c'est exactement ce que fait Python à l'intérieur, ce que fait NumPy. La seule différence, c'est que peut-être c'est pas très intéressant d'utiliser une matrice de 255. Donc, je réexplique ce que vos camarades ont fait. Au lieu de faire 255 moins notre image, ils ont créé une image de même dimension que notre image originale et ils ont fait la soustraction des deux matrices. Une image de même taille et qui avait 255 dans toutes ces valeurs de pixels et ils ont fait la soustraction avec notre image pour laquelle on voulait calculer le négatif. Ça marche. Le seul problème, c'est qu'on va dire que NumPy et les librairies qu'on est en train d'utiliser ont des algorithmes plus optimisés, plus performants, plus rapides. Donc, si nous, on fait une boucle pour aller faire le négatif de l'image avec une autre matrice, peut-être que ça va un petit peu alourdir. Mais, à but pédagogique, c'est très bien, car on a très bien compris que l'addition de deux images allait se faire élément par élément. Donc, toute la matrice, si je fais 255 moins mon image, ça va être une matrice de même taille que mon image, avec 255 dans toutes les valeurs. Et là, je vais faire premier pixel moins deuxième pixel, premier pixel moins premier pixel, deuxième moins deuxième, et ainsi de suite. Le négatif.
Le négatif à l'année, c'est pas l'addition, pardon. Je suis bel et bien en train de parler du négatif. Donc, pour calculer le négatif, certains de vos camarades ont pris une matrice avec 255 dans toutes les valeurs de ces pixels et ils ont fait donc cette première image moins notre image originale pour trouver le négatif de l'image. Voilà. Et donc ça, c'est bien. Pour l'addition, oui. Pour l'addition, donc c'est notre image. Oui, on peut voir ça comme mettre une image sur une autre image. C'est le résultat qu'on a. Et on appelle ça. Il y a un terme spécial pour bon, j'ai oublié. C'est du overlapping, mais il y a un terme spécial. Mais oui, oui, Rania, une sur l'autre. Donc en fait, c'est implicite. Je peux pas dire que je suis en train de calquer une image sur une autre image, car c'est l'addition de mes pixels qui va me donner cet effet. Merging, voilà, c'est du merging, exactement. Je suis en train de faire un merging, mais il y a un autre mot que j'avais déjà utilisé, dont je me rappelle pas, que j'ai quelque part sur un papier. Superposition, recouvrement, blending. Je pense que oui, c'est blending, c'est blending. C'est du blending. C'est ce que j'avais déjà utilisé. Donc, on est en train de blender une image sur une autre image. Recouvrir en quelque sorte, oui, superpositionner. Donc, oui, je superpositionne deux images, mais je peux pas dire que c'est cette image qui va être au-dessus de celle-ci. Ça va dépendre de la valeur que je vais obtenir en additionnant les pixels des deux images. OK. Bon, en fait, c'est le résultat qui va le dire, mais à la base, c'était pixel plus pixel. Si ma valeur est supérieure à 255, je la ramène à 255. Si elle est inférieure à 0, je la ramène à 0. Voilà, à 0. Bon, si je suis dans l'addition, je ne vais pas arriver au moins, donc je serai toujours supérieur à 255, donc je ramène à 255. Bien, donc s'il n'y a plus de questions sur ça, on avance avec la prochaine remarque. Ah bon? Les deux images, le résultat bloque. Donc en fait, si vous rajoutez les images, et justement, il faut faire attention à ce que la valeur qui est plus grande de 255 soit ramenée à 255. Bien sûr, sinon, si vous appelez une image qui a une valeur plus de 255 avec CV2.show, vous aurez un problème parce que CV n'accepte pas ça. À la limite, Matplot ou NumPy vont accepter ça pour une image, mais OpenCV n'accepte pas ça. Donc, probablement, peut-être que votre problème, c'est que vous n'avez pas ramené les valeurs qui sont supérieures à 255 à 255. Et là, c'est un problème. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, justement, dans le TD, qu'il faudrait ne pas dépasser 255. Très bien, Mariam. Dernière remarque. Je suis sûre que j'ai plus de remarques que ça, mais je vais peut-être vous communiquer ça plus tard, lorsque j'aurai vu plus en détail vos codes. Donc j'ai juste vu approximativement les codes que vous m'avez envoyés et j'en ai gardé quelques remarques. Subplot, c'est quelque chose d'intéressant que je vous encourage à utiliser. D'ailleurs, on va l'utiliser plus tard dans certains de nos TP. Subplot, au lieu de faire un plot directement, donc vous dessinez votre image, plusieurs étudiants ont utilisé des subplots. Et subplot, ça va juste me servir à mettre une image, n'importe quel plot que je veux dessiner. Donc, au lieu d'appeler directement, comment on appelait ça, matplotlib, plt, .plot,
je vais appeler plt.subplot et là, je pourrais mettre plusieurs dans une même figure, enfin, dans un même espace d'affichage, dans Jupyter Notebook, je peux mettre plusieurs figures l'une à côté de l'autre. Et c'est très intéressant pour comparer des images, si j'avais appliqué une opération, pour comparer des histogrammes, pour comparer une image avec son histogramme et une autre image avec son histogramme, et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant d'utiliser Subplot. Voilà, je voulais être très brève sur ces remarques, mais ça nous a pris quand même un petit peu de temps. Donc, je pense qu'on peut avancer. Alors, j'avais aussi des questions et la plupart d'entre vous n'avaient pas compris l'utilisation ou l'utilité de lines et calls. Donc, dans ce TP, on n'est pas en train de ramener un signal analogique. Parce que le signal analogique, c'est des valeurs continues et en fait, c'est des intervalles. Donc, lorsque je récupère un signal, je suis en fait en train de récupérer toute une fonction qui est continue dans le temps. Et lorsque j'ai une matrice qui a des valeurs réelles, ça ne veut pas dire que c'est une image analogique. C'est une image pseudo-analogique. Parce que même cette image, vous avez vu, certains d'entre vous ont pu l'afficher avec Matplot. Donc, on peut afficher notre image, même si elle a des valeurs réelles. Et pour la simple raison que j'ai une matrice, elle contient des valeurs réelles, mais en fait, ces valeurs réelles sont numérisées. Je peux convertir des floats en binaire. Et ça, on l'a vu en première année, en deuxième année, en architecture, en structure machine. J'ai un intervalle. Je peux avoir des chiffres signés, non signés, des chiffres float, etc. Donc, je peux les convertir en binaire. Donc, la matrice qu'on a n'est pas un signal analogique. C'est pas un signal continu. C'est pas des valeurs continues. C'est juste des valeurs réelles. On a juste essayé de to mimic. Donc, un petit peu d'essayer de transposer ça sur ce qu'on a sur un ordinateur. Pour les lignes et les colonnes, pour l'amplitude, ça va. On peut un petit peu voir, on va se dire, OK, les 5 pas que j'ai, ça c'est un signal continu et j'en prends une seule valeur. Et cette valeur, je vais la quantifier et je vais lui attribuer une valeur de niveau de grille qui soit, elle, entière et non pas réelle. Par contre, lines et calls, c'était juste pour vous expliquer que j'ai quelque chose qui est continu, donc un signal qui est continu. J'ai donné un vecteur qui est de 1000 valeurs, mais en fait, ce que je reçois dans mon capteur, ça va être un signal et je peux avoir des millions de valeurs et non pas seulement 1000 valeurs. Donc, ce que j'ai voulu avec lines et calls, juste de vous dire, imaginez que lines et chaque 5 valeurs, c'est mon signal. Et les 5 valeurs, c'est peut-être 5 millisecondes. À chaque milliseconde, je vais prendre une valeur qui est réelle. Et là, dans ces 5 valeurs, je vais prendre un échantillon. Donc, en fait, je suis en train de dire que lines, c'est mon temps. Et dans ce temps, je prends cette valeur, on va dire de 0 jusqu'à 0,03. Et j'ai 5 valeurs entre 0 et 0,03. Je vais prendre 0,015. Et ça, c'est l'instant 0,015. Donc, à l'instant 0,015, je prends son indice et je vais aller le chercher dans mon amplitude. Et dans l'amplitude, c'est cette amplitude que je vais par la suite quantifier. Donc, c'est l'échantillon que j'ai pris en prenant en considération le temps que j'ai dans lines. Et je fais ça aussi avec calls. Pourquoi? Parce que lorsque je reçois le signal, j'ai des microsensors, donc les petits capteurs qu'on avait vus dans les explications du TD. Donc, ce capteur va me prendre 5 valeurs, mais ces capteurs, ils sont positionnés sur des lignes et des colonnes. Donc, j'ai des lignes, des colonnes, et chaque élément à l'intérieur de ces lignes et ces colonnes contient un long signal.
et on a supposé que c'était 5 valeurs, en considérant que ces 5 valeurs sont des valeurs dans le temps, la réception du signal dans le temps. Est-ce que vous pouvez reconstruire votre image et l'échantillonner et la quantifier sans passer par lines equals? Oui, tout à fait, vous pouvez le faire. Mais j'ai juste rajouté lines equals pour vous dire que je suis en train de prendre des échantillons du temps. Donc lines equals, c'était un peu l'équivalent de 5 prises de temps pour chaque capteur. Donc chaque 5 valeurs, c'était du temps, et je prends une seule valeur de ces 5. Et je continue avec mon deuxième microcapteur qui me donne 5 valeurs, j'en prends une. Et je continue jusqu'à avoir mes 200 valeurs qui sont les 200 instants, les 200 moments. Ces 200 instants dans lines equals, je vais aller les chercher dans l'amplitude pour la convertir en niveau de grille. Voilà. Donc je sais que c'était un peu confus pour vous. C'est très difficile d'expliquer ceci car c'est un processus. On a vu un processus physique, un processus chimique, et maintenant ça se fait automatiquement avec le capteur. Donc c'est votre micro-capteur qui est à l'intérieur de votre caméra qui est en train de faire tout ceci, qui est en train de prendre les échantillons qui sont continus dans le temps et de les convertir en une valeur qui soit comprise entre 0 et L-1. Donc L est niveau de grille. On va dire que l'échantillonnage, c'était juste pour prendre des échantillons, mais ça pouvait quand même nous dire que voilà, lorsque je prends plusieurs échantillons, j'ai une image qui a des meilleures formes. Et c'est ce que vous avez très bien vu. J'ai vu certains étudiants qui ont changé ce paramètre et qui ont visualisé le résultat, qui ont montré le résultat, et ça c'est très bien. Justement, notre objectif, je l'avais déjà expliqué dans le TD et dans le TP, c'est de voir que 2 facteurs affectent mon image. Le nombre d'échantillons, et j'avais bien dit ça dans le TD, c'est le nombre de pixels dans ma caméra. Donc, le nombre de pixels est égal au nombre d'échantillons que je vais prendre. Donc, le nombre d'échantillons et le nombre de bits que je réserve à chaque pixel. Et donc, c'est la quantification. Donc, c'est combien de bits je réserve. C'est mon facteur de quantification. Et là, mon facteur de quantification va me permettre de voir la dégradation de couleurs. Le dégradé, je vais dire. Pas la dégradation, mais le dégradé de couleurs. Combien de couleurs je peux représenter et comment ça affecte ma forme, comment ça affecte mon image. Ce que vous avez fait sur cette image est applicable sur les 3 canaux. C'est-à-dire que si j'avais 3 canaux, donc le R, le V et le B, je vais reprendre le même principe. Donc j'échantillonne, je prends des instants, je prends un signal dans des instants, un signal qui est mon amplitude, et cette amplitude, je vais la convertir selon un nombre de bits. Le nombre de bits, par contre, doit être égal pour les 3 canaux. Lorsque je suis sur une image RVB, où le R c'est le premier canal, le B c'est le deuxième canal et le V c'est le troisième canal, le même nombre, la même quantification que je fais pour le rouge va être la même que je fais pour le vert et pour le bleu. Donc voilà. Je dois vraiment respecter le même saut et le même nombre de bits pour chaque pixel pour les 3 canaux. Voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire par rapport au TP. Je ne sais pas s'il reste des questions. Est-ce qu'il vous reste des questions par rapport au TP? Très bien, je pense que c'est OK. Parfait. Donc, je vous remercie encore une fois. J'ai apprécié le sérieux avec lequel vous avez fait votre TP. Et donc, on passe au deuxième TD et on se lance avec une nouvelle idée. Et là, donc, TD numéro 2. Je vais juste réduire ça pour voir vos questions. Très bien. Donc maintenant, on va passer, donc après avoir échantillonné nos images, défini le nombre de niveaux de grille, etc. L'énoncé du TD. Oui, je vais vous envoyer. Moi, je voulais plus vous envoyer directement ce qu'on verra la solution.
Et ok, je peux vous envoyer ça. Alors, l'ancien, je ne vous ai pas envoyé l'ancien. L'ancien TD, je ne l'ai pas envoyé. Non, madame, pas encore. Désolé. Donc, je vais envoyer tout ça. Alors, informatique visuelle 2021. Donc, TD1 plus TD2. Alors. Bon, je vous envoie avec la solution de l'exercice 1, vu que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et le problème, c'est que je ne sais pas où est la solution. Bon, s'il vous plaît, je vais vous envoyer la série 1 plus tard parce que je dois chercher la série qui contient la solution. Donc, je vous envoie le TD2. Vous pouvez suivre avec le TD2. Alors, soit I, une fonction f au niveau de grille 8 bits. Donc, dorénavant, on va essayer d'utiliser 8 bits. Comme ça, on sera toujours compris entre 0 et 255. Donc, soit l'image I ou fonction f au niveau de grille 8 bits suivante, accompagnée de ces valeurs de pixels. Donc, ça, c'est notre image. Et ça, c'est les valeurs de pixels de notre image. Alors, calculer la moyenne de luminance de l'image. À votre avis, comment je peux calculer la moyenne de la luminance? Normalement, vous avez fait ça en cours. Donc ça, d'ici jusque-là, ça, c'est des notions très basiques de notre image. Alors, c'est quoi la moyenne de luminance? Bon, je ne vous demande pas le chiffre du résultat, mais comment on calcule ça? Tout simplement, Tesnim, c'est la somme des pixels divisée sur le nombre de pixels. Très bien. Donc, je prends la somme des pixels, je divise sur le nombre de pixels. Donc, ici, j'ai 8 fois 8, une image de 8 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en ligne et en colonne, et je trouverai la moyenne. La dynamique de l'image. Donc, la dynamique de l'image, j'ai fait un rappel ici, c'est la luminance minimale et la luminance maximale. Donc, luminance minimale, je pense que c'est un 52. Luminance maximale, je pense que c'était un 154. Quelque part, je vais trouver un 154, donc c'est ici. Voilà, et je peux le voir dans le rectangle qui est le plus sombre. Le rectangle le plus sombre a une valeur 52, le plus clair a une valeur 154. Calculer le contraste de l'image. Alors, le contraste de l'image, est-ce que... Très bien. Max moins min sur max plus min. Très bien, c'est ça. Donc, c'est notre contraste. Donc, max moins min sur max plus min. Je calcule mon contraste. Je construis l'histogramme de cette image. Donc, l'histogramme, comment je calcule l'histogramme? Qu'est-ce que j'ai dans l'axe des X, dans les abscisses? Madame, il y a une question avant. Question 4. Oui, bien sûr. Oui. On a sauté une question, oui, madame. On a sauté une question. Ah, pardon. Calculer l'écart type. Effectivement, non, j'étais le contraste. On a calculé l'écart type. L'écart type, donc comment on calcule l'écart type? Est-ce que vous vous rappelez? Ça, c'est une notion de statistique que vous avez normalement déjà fait. Est-ce que vous vous rappelez du calcul de l'écart type? Comment on calcule l'écart type d'une distribution donnée? Une distribution, donc je rappelle, une distribution, c'est tout simplement un ensemble d'observations, quelles que soient les observations. Ici, on est dans des pixels, mais on aurait pu avoir
les prix de vente dans le temps. Donc ça, c'est une distribution. Je sais pas, le nombre d'étudiants par année, ça, c'est une autre distribution. Donc, comment je calcule l'écart type? Donc, ça, c'est des notions de statistiques. La racine de la variance, très bien. Donc, c'est la racine de la variance. Et en fait, on calcule ça en mesurant donc 1 sur n fois m, donc la taille de mon image. En fait, c'est le nombre d'éléments. Donc, généralement 1 sur n. Mais ici, comme on a n fois m éléments, donc c'est 1 sur n fois m fois la somme de chaque pixel moins la moyenne de toute la matrice qu'on a calculée ici et que je vais multiplier par 2, que je vais élever à la puissance 2. Voilà, la somme de chaque pixel moins la moyenne au carré que je vais diviser par le nombre d'éléments. Donc ça, c'est notre écart type. Construire l'histogramme de cette image ainsi que son histogramme normalisé. Donc ici, je veux juste poser quelques questions, ensuite on verra la solution ensemble. Donc histogramme de l'image, histogramme cumulé, histogramme, donc qu'est-ce que j'ai sur l'axe des abscisses? Niveau de grille, très bien. Donc dans l'axe des x, j'ai les niveaux de grille de 0 à 2 à la puissance n-1. N-1. N, c'est quoi? Alors, je reprends. C'est quoi N, Yanis? Nombre de bits. Très bien. Donc, c'est le nombre de bits. Donc, 2 à la puissance n, c'est le nombre de niveaux de grille que j'aurai, sachant que grand N, c'est le nombre de bits que je réserve à chaque pixel, moins 1 vu que je commence de 0. Donc, les valeurs, dans l'axe des x, ça va être de 0 jusqu'à, on a dit 8 bits, donc 2 à la puissance 8 moins 1, donc c'est 255 en x, et les valeurs de fréquence dans l'image en y. Donc, en y, je vais aller donc je vais prendre la valeur 0 et je vais chercher combien d'éléments j'ai qui ont une valeur 0. Et je refais ça pour tous les niveaux de grille. Nombre de bits, oui, c'est bon. N, le nombre de bits sur lequel est codée la valeur d'un pixel, effectivement. 8 dans notre cas, très bien. Y, le nombre de pixels qui ont la même valeur de grille. Exactement. Axe des X, nombre de pixels, tout à fait. Donc, nombre des pixels, nombre de pixels ayant la valeur dans les ordonnées, le nombre de pixels ayant la valeur définie dans les abscisses, dans l'axe des abscisses. Histogramme normalisé, comment on calcule l'histogramme normalisé? Donc, si par exemple, donc en fait, la somme des Y va être égale à la taille de mon image. Et c'est logique vu que je suis en train de calculer le nombre d'occurrences. Dans l'histogramme normalisé, la somme des Y va être égale à 1 parce que c'est un histogramme normalisé. Donc, les valeurs, donc les occurrences que j'ai calculées tout à l'heure dans mon histogramme standard vont être comprises entre 0 et 1 telles que leur somme va être égale à 1. Donc, comment je calcule l'histogramme normalisé? Je vous donne un petit indice. L'histogramme normalisé va représenter la probabilité d'apparition d'une certaine couleur de niveau de grille. Donc, l'axe des Y, au lieu que ça soit le nombre d'apparitions exact, ça va être la probabilité d'apparition de chaque pixel. Exact, tout à fait. Donc, on divise par le nombre de pixels. La fréquence sur le nombre total, tout simplement. Exactement. Donc, c'est la probabilité d'apparition. Donc, si je dis que 52 apparaît une fois, donc sa probabilité d'apparition, c'est 1 divisé sur 64, qui est 8 fois 8.
Ça sert à quoi l'histogramme normalisé? Ça sert à tout notre TD et à beaucoup de travaux qui font l'amélioration du contraste d'une image. Donc, on va voir justement dans cet exercice déjà à quoi sert l'histogramme normalisé et pourquoi je ne vais pas utiliser l'histogramme simple. Donc, en fait, j'ai calculé l'histogramme, c'est la fréquence du pixel. L'histogramme normalisé, c'est la probabilité d'apparition. Et en fait, il y a tout un calcul derrière qui va nous améliorer l'image en se basant sur l'histogramme normalisé. C'est la fréquence. La fréquence rania, la fréquence de chaque pixel, le nombre d'apparitions de chaque pixel, c'est notre histogramme. La probabilité d'apparition de chaque pixel, c'est notre histogramme normalisé. Et on a bien dit que c'était exactement notre histogramme que je vais diviser par le nombre total de pixels. Et on va voir pourquoi j'ai besoin de calculer l'histogramme normalisé. L'histogramme cumulé maintenant. L'histogramme cumulé, c'est quoi l'histogramme cumulé? Est-ce que vous vous rappelez? Donc ici, j'ai mis histogramme normalisé, et j'ai mis histogramme cumulé normalisé. Et histogramme cumulé va avec histogramme cumulé normalisé va avec histogramme normalisé. Donc histogramme cumulé, c'est extrêmement simple. Pour chaque fréquence, on ajoute la somme des fréquences des valeurs plus petites. Des valeurs, la somme des niveaux de gris inférieurs. Pas plus petite, pas inférieure, pas forcément inférieure. Pas forcément inférieure. Attendez. Oui, inférieure, vu que je suis en train de trier. Oui, inférieure, effectivement. Inférieur ou égal. Inférieur ou égal, effectivement, donc c'est les valeurs précédentes de mon histogramme. Donc mon histogramme cumulé va être mon histogramme auquel je rajoute, donc la valeur de mon histogramme, auquel je rajoute la valeur de l'histogramme pour les pixels précédents. Et les pixels précédents, effectivement, c'est des pixels qui ont un niveau de gris inférieur. Parce que j'ai trié de 0 jusqu'à 255, c'est exactement ça. Donc, histogramme cumulé, c'est mon histogramme, mais à chaque élément, je vais ajouter tous les éléments précédents. Donc, toutes les occurrences des pixels qui ont un niveau de gris inférieur à celui où je suis. Bien sûr, inférieur ou égal. Donc, je rajoute aussi la valeur du pixel présent. Histogramme cumulé normalisé, comment je calcule ça? Donc ici, je peux calculer histogramme cumulé normalisé soit en me basant sur l'histogramme cumulé, soit en me basant sur l'histogramme normalisé. Alors, qui peut me dire comment je calcule histogramme cumulé normalisé? Histogramme cumulé normalisé en divisant sur le nombre de pixels. Donc, on a l'histogramme cumulé. Si on a l'histogramme cumulé. Si on a l'histogramme cumulé, si on a l'histogramme cumulé, on devrait diviser sur la somme de ce qu'on a. Sur la somme, sinon, je n'aurai pas des valeurs comprises entre 0 et 1. En divisant sur le nombre total de ce que j'ai sur l'histogramme cumulé. Attention, donc ce n'est pas sur 8 x 8. Très bien, donc ça, lorsque je baserai mon histogramme cumulé normalisé sur mon histogramme cumulé, effectivement, la première solution, c'est d'utiliser ceci et de diviser sur le nombre total. J'aurai une valeur comprise entre 0 et 1. L'histogramme cumulé, donc, alors si j'ai le pixel 0 a un nombre d'occurrences de 15, je vais faire ça. Si je dis le pixel 1 a une occurrence de 2, si je dis le pixel 2 a une occurrence de 10, l'histogramme, donc ça c'est mon histogramme.
le nombre d'occurrences. 15 pour le niveau 0, 2 pour le niveau 1 et 10 pour le niveau 2. Donc, l'histogramme cumulé, pour 0, ça va rester 15. Pour 1, ça va être combien? Pour 1, 17, très bien. Et pour 2, combien pour 2? Voilà, 27. Donc 15 plus 2 plus 10. C'est ça mon histogramme cumulé. Donc mon histogramme cumulé, c'est juste mon histogramme. Ensuite, la valeur que je rajoute, la valeur précédente. Ensuite, la valeur que je rajoute, la valeur précédente et celle d'avant. Donc en fait, c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci auquel je rajoute celle-ci. Et ainsi de suite. Donc maintenant cumulé, on a dit que je vais diviser donc 15, je vais diviser sur 15 plus 17 plus 27. 17 que je divise sur 15 plus 17 plus 27. Et 27 que je divise sur 15 plus 17 plus 27. Et là, j'aurai mon histogramme cumulé normalisé basé sur mon histogramme cumulé. Maintenant, je peux utiliser une autre méthode qui est basée sur l'histogramme normalisé. On fait la somme des fréquences inférieures égales. Exactement. Non, pas plusieurs histogrammes cumulés. Pourquoi plusieurs histogrammes cumulés? Un seul. On a histogramme cumulé et histogramme cumulé normalisé. Donc les deux sont différents. Mais pas plusieurs. Ça, c'est un seul histogramme. Donc si vous dessinez, ça c'est X, ça c'est Y. Donc si vous dessinez ça, vous aurez quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc 0, j'aurai 15, 1, j'aurai 2, et 2, j'aurai 10. Donc 0, 1, 2. Ça, c'est mon histogramme. Mon histogramme cumulé va être 15, ensuite 17, ensuite 27. Donc ça, c'est mon histogramme. C'est un seul histogramme cumulé et un seul histogramme standard pour mon image. Maintenant, la différence entre histogramme normalisé et histogramme, c'est qu'ici, j'aurai entre 0 et 15. Histogramme normalisé, j'aurai entre 0 et 1 seulement. Pour histogramme cumulé, pareil, je comprendrai entre 0 et 27. Pour cumuler normalisé, entre 0 et 1. Parce que c'est normalisé. Donc, si je veux avoir l'histogramme cumulé normalisé, première option, c'est de prendre chaque valeur, la diviser sur le total. Deuxième option, effectivement, donc comme vient de le dire Mohamed Salim, donc on fait la somme de notre histogramme normalisé. Donc, je prends mon histogramme, cette valeur, donc au pixel 1, je prends l'histogramme normalisé plus la valeur d'avant. Au pixel 2, je prends l'histogramme normalisé plus la valeur d'avant. Ce qui est intéressant dans l'histogramme normalisé, c'est qu'il a exactement la même forme que l'histogramme. Et pareil pour l'histogramme cumulé normalisé. Il a exactement la même forme. Donc, si j'ai une hausse telle que celle qu'on est en train de voir, l'histogramme normalisé aura exactement la même hausse, sauf que ça va être compris entre 0 et 1. Donc, seulement les valeurs, donc l'écart relatif entre chaque élément des Y est le même. Donc, si je prends cumulé de 2, divisé sur cumulé de 1, j'aurai cumulé normalisé de 2, divisé sur cumulé normalisé de 1. Donc, la différence relative est exactement la même. Donc, voilà par rapport à cumulé et cumulé normalisé. Et donc, on peut aller voir justement la solution très rapidement. C'est exercice 2. Donc, la moyenne,
vous l'avez bien dit, donc c'est la somme des pixels que je vais diviser sur la taille de mon image, n fois m. Donc, moyenne est égale à 76, c'est ce que j'ai trouvé. La dynamique de l'image, donc la valeur minimale et la valeur maximale. Le contraste de l'image, donc c'est la luminance maximum moins la luminance minimum sur la luminance maximum plus la luminance minimum. Donc c'est le max de f de ij, donc toute l'image, moins 100 000. L'écart type, on l'a bien dit, donc c'est mon pixel moins la moyenne que j'ai calculée ici, donc la moyenne qui va être toujours fixe, j'élève à la puissance 2 et je fais la somme pour tous les pixels que je vais diviser par la taille de mon image, donc 1 sur m fois m. L'histogramme normalisé et l'histogramme normalisé, donc je trie mes valeurs de niveau de gris, de 0 jusqu'à la valeur maximale. En fait, je trie les valeurs de mon image. Ensuite, je compte le nombre de pixels ayant chaque valeur et je normalise l'histogramme. Donc, je le rends compris entre 0 et L-A, L étant le 2 à la puissance niveau 2 à la puissance nombre de bits. Donc, 2 à la puissance 8, donc c'est 256. Vu que je commence de 0, ça va être 255. Ça, on le connaît. Histogramme normalisé, donc c'est tout simplement l'histogramme divisé sur n fois m. Ici, je n'ai pas commencé par 0 pour pas perdre de l'espace. Donc, je commence par la valeur minimale et je m'arrête à la valeur maximale. Donc, vous voyez ici que mon histogramme, c'est tout simplement le nombre d'occurrences. Mon histogramme normalisé, c'est le nombre d'occurrences divisé sur le nombre total de pixels. Et j'aurai des valeurs comprises entre 0 et 1. Lorsque je sommerai toutes ces valeurs, j'aurai exactement 1, vu que ça, c'est les probabilités d'apparence. D'apparition. Probabilité d'apparition. Histogramme cumulé. Donc, cumulé, c'est tout simplement mon histogramme. Alors, ici, j'ai une erreur. Donc, cumulé, ce n'est pas n, mais c'est histogramme. C'est juste l'histogramme et pas l'histogramme normalisé. Donc, j'ai appelé histogramme ici. J'ai appelé histogramme normalisé ici. Alors, donc ça va être H de I. Histogramme de I. Je cumule toutes les valeurs d'histogramme de I jusqu'à arriver à la valeur I. Et je cumule et je normalise. Donc, soit je passerai par l'histogramme cumulé et je divise sur le nombre d'éléments de l'histogramme cumulé, soit je rajoute tout simplement les valeurs de mon histogramme normalisé et j'aurai exactement la même chose. Donc, voici les valeurs qu'on a obtenues. Donc, ici, dans le corrigé, il ne faut pas s'inquiéter si vous voyez des différences de valeurs. C'est juste les approximations que j'ai faites. Donc, ici, c'est 0,01. Ici, j'ai rajouté un chiffre après la virgule. Donc, c'est 0,016. Et ainsi de suite. Donc, cumulé. Donc, histogramme. Histogramme. Pourquoi j'ai ça? Histogramme normalisé. Donc, ça, j'enlève. Voilà, donc histogramme normalisé, histogramme cumulé normalisé. Et donc, vous voyez que la dernière valeur ici va être égale à 1, vu que je suis en train de cumuler toutes les probabilités. Et la même chose pour histogramme cumulé, la dernière valeur va être exactement égale à la taille de mon image, vu que je suis en train de cumuler les occurrences. Donc, au final, j'aurai le nombre total de mes pixels. Je reviens à ma dernière question, à mes deux dernières questions. Donc, pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi on a calculé l'histogramme cumulé, et ainsi de suite? Est-ce qu'on a encore du temps? Je pense qu'on a encore 10 minutes, n'est-ce pas? Il reste 10 minutes? Très bien. OK. Donc, pourquoi on a calculé l'histogramme normalisé? Donc ici, j'ouvre rapidement une parenthèse aussi. Les histogrammes, très très longtemps, ont été utilisés pas seulement pour améliorer une image, mais aussi et très intensément pour comparer deux images. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous rajouter dans le TP, juste pas eu le temps de le faire. Donc,
très longtemps, on comparait deux images avec leur histogramme, notamment leur histogramme normalisé. Donc, ce qu'on faisait, on prenait deux images, on va dire trois images, une qui contient un chien, une deuxième qui contient un chien, et une troisième. Et ce qu'on faisait, c'était de calculer l'histogramme de la première image, calculer l'histogramme de la deuxième image, calculer l'histogramme de la troisième image, et vous voyez qu'un histogramme, ce n'est pas autre qu'un vecteur. Voici notre histogramme, donc c'est un vecteur de 64 valeurs. Donc l'histogramme va être un vecteur de la taille de l'image. Donc ce qu'on faisait, on prenait le premier histogramme et on faisait une distance euclidienne entre le premier histogramme et le deuxième histogramme, c'est-à-dire l'histogramme du chien et l'histogramme du deuxième chien. Et on calculait la distance entre ces deux-là. Je rappelle que la distance euclidienne, c'est la première valeur du premier histogramme moins la première valeur du deuxième histogramme. Donc l'histogramme de la première image moins l'histogramme de la deuxième image au carré, je somme la totalité et je mets la racine. Donc c'est la racine de x1 moins x2 au carré. Ou bien xi, x1i, et je somme le tout. Donc si par exemple, imaginez que ça c'est un histogramme d'une première image, ça c'est un histogramme d'une deuxième image, pour calculer la distance euclidienne entre ces deux vecteurs, je vais faire 0,001 moins 0,001 au carré, plus 0,04 moins 0,02 au carré, plus 0,03 moins 0,02 au carré, et ainsi de suite, je termine tout mon vecteur. Ensuite, je mets la racine. Et là, j'aurai un scalaire qui représente la distance euclidienne entre la première image et la deuxième image. Et ce qu'on faisait, c'était de dire si la distance euclidienne, qui est un scalaire, une valeur, est inférieure à un certain seuil, je dirais que les deux images se ressemblent. C'est-à-dire que si la première est un chien, je vais dire que la deuxième est aussi un chien. Je fais la même chose avec l'image du chat et je vais dire que finalement, la distance euclidienne entre l'histogramme du chien et l'histogramme du chat est supérieure à un certain seuil, et donc cette image, cette photo n'est pas une photo d'un chien. Et donc ça nous permettait au final de comparer deux images, de faire un matching entre deux images et de faire une classification d'images, même une classification, c'est-à-dire prendre l'image du chien et la comparer avec un ensemble d'images et voir si elles se ressemblent ou pas. Très bonne question. Comment est-ce qu'on fait pour le choix du seuil et est-ce que les vecteurs doivent être de même taille? Exactement. Donc, première nécessité, c'est que les deux images soient de même taille, exactement de même taille, sinon je ne pourrais pas comparer. C'est impossible de comparer la distance euclidienne entre deux vecteurs qui n'ont pas la même taille. Donc la première chose à faire, c'est justement de faire comme vous avez fait dans votre TP, de redimensionner vos images de telle sorte qu'elles aient exactement la même taille. Si elles ont les mêmes tailles, là je peux avoir... non, pas la même taille, vu que l'histogramme est toujours de même taille. Oui, les deux vecteurs doivent être de même taille et justement l'histogramme est entre 0 et 255. Donc c'est un vecteur de 256 valeurs. Donc automatiquement, leurs deux tailles est équivalente. Donc je peux faire autant de calculs de distance euclidienne que je veux avec les histogrammes. Et les histogrammes, leur avantage, c'est qu'ils ont des tailles fixes. Pour le choix du seuil, ça aussi c'est une autre question. Donc, le choix du seuil, généralement se fait empiriquement. C'est-à-dire, à une certaine phase que je vais appeler une phase d'entraînement, je vais voir quelle est la distance moyenne entre les images qui appartiennent à une même classe. Je vais dire qu'environ la distance euclidienne va ne pas dépasser 150. Donc, je vais mettre un seuil qui est de 200, qui va me permettre de distinguer ces images. Et donc, le choix du seuil, généralement, est un choix empirique. Je pense que j'ai raté quelques questions. Est-ce que j'ai raté? Comment est-ce qu'on fait le seuil? Mais deux images différentes peuvent avoir le même histogramme. Non. Oui, donc deux images différentes peuvent avoir le même histogramme. C'est possible. Et c'est un
une faiblesse de l'histogramme. Donc, l'histogramme peut me donner d'excellents résultats, mais il peut être pas bon dans certains cas. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute une vague de recherche depuis les années 80 jusqu'aux années 2010, je vais dire, où on faisait ce qu'on appelait du feature engineering. Feature engineering, c'est de dire quelle est la meilleure chose qui caractérise l'image et qui va me distinguer différentes classes ou différents objets dans l'image. Parmi les features, parmi les descripteurs qui représentaient l'image, on trouvait l'histogramme de l'image. Et ça a été utilisé dans plusieurs applications, mais à chaque fois, on trouvait des lacunes. Parfois, ça ne marchait pas pour certaines images. Et là, on devait faire plus d'investigation par rapport au choix de ce descripteur. Mais sachez que ça a été très utilisé et c'est toujours utilisé. Et parfois, ce n'est pas seulement un histogramme de niveau de gris, je peux avoir un histogramme de toutes sortes de choses. Et justement, on va y arriver lorsqu'on va arriver au HOG et au SIFT. Donc, Histogram of Oriented Gradient, donc l'histogramme de l'orientation du gradient, et le Scale Invariant Feature Transform, qui est aussi basé sur l'histogramme. Attendez, je vois vos questions. Il y a des méta-heuristiques qui permettent bien sûr, il y a certaines. En fait, je ne vais pas vous cacher que les méta-heuristiques, la communauté de vision par ordinateur ne les aime pas trop. On n'utilise pas beaucoup les méta-heuristiques. Donc, lorsque vous allez chercher dans la recherche des feature engineering, dans des descripteurs de l'image et du choix du seuil, on va trouver beaucoup moins de chercheurs qui ont travaillé sur les méta-heuristiques par rapport aux chercheurs qui ont travaillé sur le descripteur lui-même, donc comment représenter l'image elle-même, que comment choisir le bon seuil. Généralement, les chercheurs en vision vont faire beaucoup d'expérimental. Le choix du seuil, une seconde, je vais y revenir. Deux histogrammes. HOG. Oui, j'ai parlé de HOG, donc on va avoir justement un TD sur HOG. Le choix du seuil, donc le seuil, lorsque vous calculez la distance entre deux vecteurs, et si vous avez trois images, une première c'est un chien, la deuxième c'est un chien, le troisième c'est un chat. Donc lorsque vous calculez l'histogramme de la première image, vous avez un vecteur, premier vecteur moins deuxième vecteur, distance euclidienne, vous avez une valeur. Première image, donc moins deuxième image. Première image moins troisième image, distance euclidienne entre histogrammes, vous aurez une deuxième distance. Si je dis que distance, si je viens ici, donc distance entre histogramme de chien 1 et histogramme de chien 2 est égale à 110. Et distance entre histogramme de chien 1 et histogramme de chat est égale à 500. Expérimentalement, je vais dire, tiens, les objets qui se ressemblent, leur distance ne va pas dépasser 150. Par contre, les images qui se ressemblent pas du tout, donc le chat et le chien, leur distance euclidienne entre leur histogramme est supérieure à 200, c'est un 500. Donc je vais dire, je vais prendre un seuil de 200. Si la distance entre mon image, l'histogramme de ma première image et l'histogramme d'une quelconque autre image est inférieure à 200, je vais dire que cette deuxième image est un chien. Si elle est supérieure à 200, si elle est 300, 400, 500, voire 1000, je vais dire ce n'est pas un chien. Donc c'est autre chose. Donc ce que me permet l'histogramme, c'est de comparer deux images pour lesquelles je ne connais pas l'objet qui est à l'intérieur. Je sais que ma première image, c'est celle d'un chien, mais j'ai une autre image que j'ai prise et je veux savoir si c'est un chien, si c'est un chat, si c'est autre chose. Donc, je vais calculer la distance euclidienne entre son histogramme et l'histogramme de cette nouvelle image. Et je vais vérifier si c'est supérieur ou inférieur au seuil que j'ai défini. Donc, jusqu'ici, ça, c'était une phase d'apprentissage où je devais
fixer mon seuil. Je l'ai fait empiriquement en comparant mes images. Mais ça peut se faire effectivement par des méta-heuristiques et il y a des méthodes encore plus sophistiquées que ça qu'on verra brièvement dans les prochaines méthodes d'histogramme et pour comparer les images, notamment l'histogramme Hogg et l'histogramme SIFT. Ce n'est pas accurate, ce n'est pas très précis effectivement, mais ça a été utilisé. Je vous donne, ceci est un exemple très basique d'une classification basée sur les cas plus proches voisins. Donc je prends mon image, je pense que vous avez fait ça en machine learning, en apprentissage automatique l'année passée. Donc ça, c'est une méthode très basique. Donc je me suis basée sur l'histogramme et sur le voisin le plus proche de mon image de chien. Et j'ai dit, OK, ça ressemble à un chien, donc c'est un chien. Ce n'est pas très précis et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup plus de recherches, qu'il y a eu beaucoup plus de recherches par rapport à l'histogramme. Donc, le descripteur que je vais utiliser par rapport à la distance euclidienne, c'est pas forcément la distance euclidienne que je vais utiliser, par rapport à aller plus loin, donc pas seulement l'histogramme des niveaux de gris, mais un histogramme d'orientation du gradient, un histogramme du gradient, un histogramme de magnitude du gradient, etc., etc. Donc ici, on est juste sur la base. Mais sachez que c'est exactement le principe qui a été utilisé pour toutes les autres approches. Et en vision par ordinateur, on a toujours un problème de seuil. Toujours. Alors, j'ai une longue question, mais madame, on peut théoriquement construire une image de chat en réordonnant les mêmes pixels que l'image du chien. On aura une distance de 0. Tout à fait. Et c'est un problème de l'histogramme. Et c'est pour ça qu'il y a eu des histogrammes locaux. Il y a eu la solution des histogrammes locaux. Et c'est ce qu'a fait Dalal et Triggs, donc les deux chercheurs de l'INRIA, donc un chercheur qui était à l'INRIA et un autre chercheur qui était au MIT, et qui ont proposé l'histogramme of oriented gradient. Donc d'abord, ils ont divisé notre image sur plusieurs régions pour garder l'aspect spatial de notre image, pour dire que l'histogramme de cette partie de l'image, je ne veux pas le confondre avec l'histogramme de cette partie de l'image. On avait plus de précision, et là, ils sont partis plus loin, et ils ont dit, OK, l'histogramme, je découpe l'histogramme en blocs, mais c'est toujours pas suffisant. Donc, je ne vais pas calculer l'histogramme du niveau de gris, mais je vais calculer l'histogramme du gradient de l'image, de l'orientation du gradient. Et justement, l'exercice 2, c'est dans l'exercice 2 qu'on va voir le gradient et l'orientation du gradient. OK, donc je sais que vous avez quelque chose maintenant, mais je voulais rapidement passer vers l'égalisation d'histogramme. Et donc, pour l'égalisation d'histogramme, notre travail va être tout simplement de prendre l'histogramme cumulé que j'ai calculé et d'appliquer cette fonction pour égaliser mon image. Et vous allez voir que je vais avoir une image beaucoup plus... ceci est l'image originale, et voici l'image qu'on a pu avoir beaucoup plus contrastée. Il y a un meilleur contraste, et si votre image était floue, en utilisant l'égalisation d'histogramme, vous aurez une image avec un meilleur contraste. L'égalisation d'histogramme se fait de cette façon, donc se fait en faisant une extension de l'image, en prenant pour chaque pixel l'histogramme cumulé normalisé que j'ai calculé ici. On a vu comment on calcule l'histogramme cumulé normalisé, et je vais le multiplier par la luminance moins 1. Donc, par exemple, dans mon image, le pixel 52, je vais aller dans mon histogramme normalisé cumulé, chercher le pixel 52. Le pixel 52 est là. Je vais prendre l'histogramme cumulé et je vais le multiplier par 52. Je vais multiplier l'histogramme cumulé normalisé par 255. Et j'aurai
donc la nouvelle valeur. Vous voyez ici 0. Donc 0, 0, c'était dans mon histogramme cumulé. Donc 0, hein, c'est pas... Alors, 52, je vais aller chercher l'histogramme cumulé de 52 et je vais le multiplier par l'histogramme cumulé normalisé. Donc 0, 0, 16. Et je vais remplacer cette valeur. Qu'est-ce que j'ai fait? F de x, le cumulé normalisé de f de x, y. F' de xy, c'est cumulé normalisé de f de xy multiplié. Donc f. Bon, j'ai une petite confusion ici. Je dois revoir. Normalement, la formule est bonne. Et je dois juste vérifier. Ça devrait résulter en un 0. Donc f' de xy, c'est cumulé de f de xy fois L moins 1 cumulé normalisé. Pourquoi j'ai eu une erreur? Bon, je pense qu'on n'a plus le temps. Je vais juste voir ce que j'ai fait ici. Peut-être que je vais vous réenvoyer la série. Je vais juste voir ce que j'ai fait. Je vais voir si j'ai pas fait d'erreur. Bon, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je sais que j'ai pris un peu de temps de votre deuxième cours. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. Très bien. Très bien, je vous remercie et on se voit